Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue et merci si vous nous rejoignez. Tout de suite le journal de la rédaction dont voici les titres. La princesse Lala Hasna a présidé la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement. Une conférence qui a débuté hier pour 2 jours à Rabat, au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Les détails dès le début de ce journal. Suite aux expulsions massives de migrants maliens en Algérie, le ministère des Affaires étrangères et celui en charge des Maliens de l'extérieur ont fait un communiqué dans lequel ils dénoncent ces agissements. Chérif Mohamed Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, a également fustigé l'État algérien. Vous l'entendrez. Et puis la mise sous tutelle de la Catalogne semblait de plus en plus inéluctable hier. Vous le verrez dans la matinée, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a refermé tout espoir d'un dialogue avec le président de l'exécutif catalan, ce dernier qui menace de déclarer la sécession. On commence dans la capitale marocaine, Rabat, où la princesse Lala Hasna a présidé la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement. Une conférence qui a débuté hier pour 2 jours au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Les participants ont appelé à conjuguer les efforts pour assurer un développement durable, mais aussi atténuer les effets des changements climatiques. Salma Saïdi. La princesse Lala Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, préside au siège de l'ICESCO à Rabat la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'environnement. Une séance marquée par le message adressé par le roi Mohamed VI aux participants à cette conférence et dont la lecture a été donnée par la princesse Lala Hasna. Dans ce message, le roi a souligné que cette conférence constitue une occasion privilégiée d'identifier les défis environnementaux de l'heure et de poursuivre la concertation et l'échange des expertises accumulées sur la thématique des changements climatiques, notant que ce phénomène représente une menace réelle pour toutes les nations, y compris les pays islamiques frères. C'est la première fois que je suis invitée à une réunion de l'ICESCO et j'ai sauté sur l'occasion, je dois dire, parce que je suis engagé dans l'environnement à fond. Et lorsqu'on parle d'environnement, je dois être là. C'est ainsi que d'ailleurs en juillet 2013, j'étais chez vous ici au Maroc avec Planétaire et le WIC et avec des réunions, la réunion principale du forum à Marrakech, mais d'autres réunions dans les régions du Maroc telles que Tanger, Fès, etc. Ce congrès intervient suite aux résultats de la réunion multipartite tenue en novembre 2016 à Marrakech dans le cadre de la COP22, un événement d'envergure pendant lequel le Royaume du Maroc a fait donner une excellente image sur le monde arabo-musulman concernant notamment les questions environnementales et particulièrement le dérèglement climatique. Pendant ce congrès, nous allons donc tenter de concrétiser toutes les décisions et les recommandations émises par les délégations ici présentes, et cela pour se préparer à l'avenir et à la COP23 qui se tiendra à Bonn, en Allemagne. Un programme de coopération au titre de 2018 et 2019 a aussi été signé entre l'ICESCO et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux organismes. Cette séance a aussi été marquée par l'attribution au roi Mohamed VI de l'écusson d'or de la conférence qui a été remis à la princesse Lala Hasna. Cette distinction est une reconnaissance des initiatives pionnières du souverain en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. On reste à Rabat où le prince Moulay Rachid a reçu hier Sarah Bloomfield, directrice générale du musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Sarah Bloomfield est en visite de travail dans le royaume pour souligner l'exemplarité de la politique d'ouverture, d'écoute et de promotion de la diversité spirituelle et culturelle du Maroc. Politique mise en œuvre par le roi Mohamed VI. Elle a d'ailleurs annoncé que le mémorial de l'Holocauste des États-Unis a décidé de rendre hommage à titre posthume à feu Mohamed V, un hommage pour souligner son engagement humaniste et solidaire avec le monde juif alors qu'il était confronté au nazisme.
Les bureaux de vote sont ouverts au Kenya pour la nouvelle élection présidentielle. Elle oppose le sortant Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga après l'invalidation pour irrégularité du scrutin du 8 août par la Cour suprême. Mais hier, Raila Odinga a exhorté ses partisans à rester chez eux, leur demandant de ne pas participer, je cite, à une parodie d'élection. Le climat politique s'est nettement détérioré ces dernières semaines pour devenir délétère au Kenya. Les deux camps multiplient les invectives et les déclarations menaçantes. Les explications de Stéphane Soumaoro. Au Kenya, l'opposition ne participera finalement pas aux élections du 26 octobre. Raila Odinga a appelé ses partisans à boycotter le scrutin sur tout le territoire. Le chef de file de l'opposition kenyane juge que les réformes susceptibles de garantir la tenue d'un scrutin libre et équitable ne sont pas réunies. Suite aux derniers événements que vous savez, il ne reste que Lena Ola et moi comme les seuls juges présents. Comme nous ne pouvons pas former un quorum, et conformément à l'article 163.2 de la Constitution, cette demande de report d'élection ne peut donc pas être entendue ce matin. Il est donc ajourné pour une date à prendre au greffe. Encore une fois, toutes mes excuses à vous tous. Un appel au boycott qui laisse présager de nouvelles violences, alors qu'une partie de la population croyait voir le bout du tunnel avec l'annonce de la tenue d'élections. Nous sommes très contents de cette décision d'organiser ces élections et nous devons nous lever très tôt demain pour aller voter. Nous allons camper au bureau de vote jusqu'à ce que nous votions. Après avoir voté, nous veillerons à rétablir la paix. Tout le monde devrait vivre en paix. Les jeunes devraient être ensemble. Nous devons faire ce qui est bien et ce qui rendra le gouvernement heureux. Pour des raisons de sécurité, l'Union européenne et une grande partie d'observateurs internationaux ont même réduit la taille de leur mission. Les Kenyans, quant à eux, espèrent un dialogue entre les deux protagonistes. Il s'agira alors pour eux de mettre fin au cycle de la violence qui n'a que trop duré. Suite aux expulsions massives de migrants maliens en Algérie, le ministère des Affaires étrangères et celui en charge des Maliens de l'extérieur ont fait un communiqué hier, communiqué dans lequel ils dénoncent ces agissements, je vous le disais en titre. La question sera d'ailleurs aussi au centre des travaux de la prochaine session au sein de l'Assemblée nationale. En attendant l'arrivée de 40 bus chargés de migrants dans le nord du Mali, Chérif Mohamed Haïdara, président du CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, dénonce le comportement de l'État algérien. Je vous propose de l'écouter. Il répondait au micro de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. C'est une situation inacceptable parce que l'Algérie a signé toutes les conventions de respect des droits de l'homme, et aussi bien les conventions de 1954 et aussi la Charte africaine des droits de l'homme. On ne peut pas comprendre que les droits de ces Africains, disons, excusez-moi le terme, noirs qui vivent dans leur sol, ils décident unilatéralement de les expulser de l'Algérie. Et si tel est le cas, c'est un État souverain. Et ce que nous déplorons, que ces expulsions se font d'abord massivement, ce qui est une violation grave des droits humains. Deuxièmement, qu'ils les déposent à quelques kilomètres, 7 kilomètres de la frontière nigérienne pour marcher à pied pour arriver de l'autre côté, alors qu'ils auraient pu les mettre dans des avions pour les déposer dans leurs pays respectifs. L'appel que nous avons lancé à l'Union africaine et au gouvernement malien, à la CEDEAO, c'est d'être autour d'une table et dire à l'État algérien que c'est des pratiques qui ne sont pas acceptables. Autre titre de l'actualité, en Catalogne, le Parlement catalan siégera à partir de cet après-midi, 16h, soit une heure avant la réunion à Madrid de la commission sénatoriale où le président de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, avait été invité à s'exprimer. Mais le président séparatiste a annoncé qu'il n'irait pas devant le Sénat. Un changement de plan suite aux déclarations du chef du gouvernement, Mariano Rajoy, qui a affirmé que l'article 155 est la seule réponse possible. Benteleb. Tout espoir de dialogue entre Madrid et Barcelone semble perdu. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a en effet confirmé hier au Sénat que la suspension de l'autonomie de la Catalogne était la seule réponse possible aux velléités séparationnistes de l'exécutif catalan.
Le but de l'application de l'article 155 est de rétablir la loi, car je présume que vous voudriez vivre dans un pays où la loi est appliquée. De parier sur la coexistence qui est corrompue en Catalogne et pour éviter d'autres conséquences économiques désastreuses causées par cette situation. La décision d'appliquer l'article est exceptionnelle et nous ne voudrons pas qu'elle reste en vigueur longtemps. Le Sénat, où le parti de Rajoy est majoritaire, doit se prononcer vendredi sur cette suspension d'autonomie de 6 mois jusqu'à l'organisation d'élections. Le président catalan Carles Puigdemont a riposté en annonçant qu'il n'irait pas s'exprimer devant le Sénat comme celui-ci l'y invitait avant de prendre des mesures de mise sous tutelle de la région. Et c'est aujourd'hui à 16h heure locale que Carles Puigdemont doit prononcer un discours devant son Parlement au sujet de mesures que Madrid entend prendre pour mettre la région sous tutelle. Certains analystes ont même indiqué qu'il pourrait officiellement déclarer l'indépendance de sa région ou appeler à une élection régionale avant que le Sénat ne le destitue de ses pouvoirs. L'article 155 entraînera une suspension de facto de l'autonomie. Madrid destituera l'exécutif catalan et prendra les commandes de la région, en particulier de sa police. Le Parlement serait mis sous tutelle pour 6 mois jusqu'à l'organisation d'élections, tout comme les médias régionaux. Retour au Maroc avec cette nouvelle cellule terroriste démantelée hier à Fès par le Bureau central d'investigation judiciaire. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'une dangereuse cellule terroriste composée de 4 extrémistes, des partisans de l'organisation terroriste Daesh. Les premières investigations ont révélé que les mises en cause projetaient donc de mener des attaques dans la ville de Fès. Les perquisitions ont-elles permis la saisie d'armes blanches, dont des haches et des couteaux de différents calibres, mais aussi des manuscrits faisant l'apologie de Daesh. Les suspects seront déférés devant la justice aussitôt l'enquête terminée. Direction Mohammedia, autrefois appelée la ville des fleurs, mais où ses habitants se plaignent désormais de la qualité de l'air et d'odeurs nauséabondes. Les usines sont pointées du doigt. Une conférence a d'ailleurs débuté hier à Mohammedia. Objectif, trouver des solutions. Plus de détails dans ce reportage de Saïd Khan et Baler Sektaoui. Le récit est de Férouz Bentaleb. La ville de Mohammedia connaît en réalité une situation environnementale des plus alarmantes. Ses habitants se plaignent d'odeurs nauséabondes et de fumée qui impactent la qualité de l'air. C'est une catastrophe. Le voile noir composé de gaz d'usine qui s'introduit dans nos maisons rend toute tentative de propreté quasi impossible. C'est un calvaire au quotidien. J'habite une zone qui donne directement sur les usines, donc je suis témoin de cette pollution, surtout atmosphérique et de l'eau. Mes dépenses en médicaments pour mes enfants qui en souffrent dépassent le reste. La conférence donnée hier traitait d'un point de vue scientifique de l'ampleur et des manifestations de la pollution dans les villes industrielles. Des experts et acteurs associatifs se réunissent durant 2 jours pour étudier les défis et solutions proposés afin de faire face aux effets néfastes de l'industrialisation. C'est une occasion pour se concerter. La problématique de la pollution doit être traitée sous plusieurs axes, scientifiques, techniques. C'est ce qu'ambitionnent les acteurs participant à ces journées d'études. Mohammedia, qui jadis se faisait appeler la ville des fleurs, s'étouffe désormais sous le voile sombre des gaz d'usine. Une situation qui requiert l'intervention de tous les acteurs pour sauver cette ville en pleine mutation. On se quitte avec ces images, celles de la cérémonie de remise de la 38e édition du prix Hassan II des manuscrits. Elle s'est déroulée hier à Rabat, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Elle a été marquée par la remise du Grand Prix Hassan II et de 3 autres prix d'encouragement. Créé en 1969, le prix Hassan II des manuscrits a pour objectif de contribuer à la collecte du patrimoine marocain. Il s'agit de sensibiliser les propriétaires de ces documents à leur importance scientifique, mais aussi symbolique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.